Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Cité du Vin. Donc, nous sommes ravis d'accueillir ce soir cette conférence inaugurale des Vendanges du Savoir et d'accueillir Monsieur Elena pour l'introduction de cette saison à la Cité du Vin. Donc, les Vendanges du Savoir existent depuis la création même de la Cité du Vin et nous sommes partenaires depuis 2016. Nous sommes très fiers d'être partenaires des Vendanges du Savoir. Un grand merci au comité de pilotage pour la qualité de la programmation qui va être présentée par Anna Maria Binet dans quelques instants. Juste un petit mot donc, pour dire que la Cité du Vin contribue aussi en tant que partenaire à diffuser la culture scientifique autour de la vigne et du vin. Donc nous sommes très fiers de ce beau cycle de rencontres. Voilà. Vous êtes nombreux et nombreuses. L'événement va durer environ une heure en tout, avec un temps de questions-réponses. Et aux personnes qui sont en ligne sur Zoom, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions via votre plateforme Zoom dans la partie QR de votre application. Donc n'hésitez pas, les questions seront relayées dans la mesure du possible à Monsieur Elena. Et ensuite, j'invite donc celles et ceux qui sont sur place à vous rendre derrière vous au premier étage dans les salons de dégustation pour un verre de l'amitié. Voilà, je vais laisser la parole à Anna Maria et merci d'avance pour ce moment. Merci. Merci à tous d'être là. Nous sommes vraiment ravis de retrouver les habitués des Vendanges du Savoir. Il y en a un certain nombre depuis longtemps, en effet, que nous existons et que nous essayons de vous présenter un certain nombre de conférences très variées sur différents sujets, vous allez voir. Et nous souhaitons la bienvenue, bien entendu, à ceux qui viennent pour la première fois et qui vont découvrir les Vendanges du Savoir. Alors, je vais essayer de me servir de ça. Voilà. Alors là, ce sont les objectifs des Vendanges du Savoir. Alors, le premier objectif, évidemment, c'est de décloisonner la recherche scientifique sur la vigne et le vin, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs universités, les deux grandes universités de Bordeaux, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne, et à travers l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Donc nous avons des spécialistes de plusieurs aspects de la vigne et du vin, et c'est ça aussi notre richesse. Alors, diffuser les savoirs sur la vigne et le vin, c'est-à-dire que nos conférenciers sont pendant toute l'année des chercheurs qui vous font part de leurs réflexions sur, et de leurs recherches évidemment, sur la vigne et le vin, et qui le divulguent auprès du grand public, puisque nous sommes ouverts à toutes sortes de publics, des spécialistes, des étudiants, des enseignants, et toutes sortes de publics, enfin le public en général, qui s'intéresse aux questions autour du vin. Alors, diffuser les savoirs sur la vigne et le vin, et proposer un contenu évidemment multidisciplinaire. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une conférence sur le vin et la médecine, le vin et la littérature, le vin et l'art, des questions d'œnologie, des questions techniques, des questions juridiques, toutes sortes, des questions économiques évidemment, toutes sortes de réflexions autour de la vigne et du vin. Alors, participer au débat de société. C'est-à-dire qu'évidemment, vous comprenez bien que la culture de la vigne a à voir avec nos questions et nos soucis écologiques aussi. Et donc, nous ouvrons évidemment à ces questions-là. Et en principe, nous avons tout le temps, très très souvent, des spécialistes de ces questions ou des spécialistes qui abordent cette question à propos d'un certain nombre de problématiques. Alors, le comité de pilotage, vous voyez les gens moi je suis là, l'Université Bordeaux-Montaigne et mes collègues, nous sommes deux de l'Université Bordeaux-Montaigne, des collègues de l'Université de Bordeaux, la plupart d'ailleurs à travers l'ISVV, et voilà. Donc nous
en principe, nous pilotons, c'est-à-dire que nous nous réunissons pour gérer toutes les questions qui ont à voir avec les vendanges du savoir. Alors, vous avez nos mécènes, notre mécène et nos partenaires. Donc, notre mécène, le baron Philippe de Rothschild, et nos partenaires, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, vous êtes là, la Cité du Vin, et la Fondation Bordeaux Université. Vous allez voir maintenant les événements. En fait, les événements de cette année, en gros. Après, je vais m'arrêter sur chacun d'entre eux. Mais vous voyez que c'est extrêmement varié. Vous avez, après M. Héléna, nous aurons un philosophe qui a écrit un livre sur la philosophie du vin. Nous avons une spécialiste de la microbiologie, de l'histoire de l'art, de l'œnologie, géographie, neurosciences et le rapport entre neurosciences et œnologie. Voilà une partie de nos activités. Nous en avons d'autres. Alors là, vous avez les détails. Vous avez donc ce que je vous disais, Pierre-Yves Quivigé, qui est philosophe et qui va nous parler d'une esthétique éventuellement. Est-ce qu'il y a une esthétique du vin? Ensuite, Sophie Trouvelot, qui va nous parler de la vigne, de la santé. Ce sont des problématiques très importantes actuellement et qui sont très importantes aussi pour la production et la vente du vin, et sur la biodiversité. Ensuite, Beaux-Arts et Champagne. Que goûte-t-on? Voilà, on verra bien quelle est la réponse. Donc, c'est une collègue d'histoire de l'art de l'université Reims, Champagne-Ardenne. Et ensuite, trouble dans le vin, c'est-à-dire comment est-ce que la clarification, donc vous allez tout apprendre sur ce procédé de clarification, est-ce qu'elle apporte des éléments d'éclairage sur le vin. Voilà. Alors, les appellations d'origine ne feraient-elles plus rêver? C'est une question. On va voir quelle est la réponse de notre collègue Sylvaine Boulanger. Mais c'est une question qui se pose aussi actuellement. Donc vous voyez, il y a quand même un lien avec les préoccupations actuelles autour du vin. Donc au cœur des enjeux environnementaux et économiques du vignoble français. Et ensuite, alors là, c'est très très à la mode, l'intelligence artificielle en sait-elle trop sur les vins? Sur nous, c'est sûr. Sur les vins, on va voir là aussi quelle est la réponse de deux professeurs, Stéphanie Marchand-Marion de l'Université de Bordeaux et Alexandre Pouget, qui est professeur à l'Université de Genève. Voilà, nous aurons aussi des conférences plus courtes en ligne. Donc au mois de janvier, il y aura 3 dates. Au mois de janvier, sur vigne, vin et politique au pluriel. Et ensuite, il y aura un sous-titre parce que nous allons vous préciser évidemment de quel type de politique il s'agit. Ensuite, un café. Nous avons maintenant cette formule. Une fois par an, nous nous réunissons dans un café, un bar. Et cette année, ce sera en principe, on ne sait pas encore, on doute encore sur notre choix, peut-être vin et art, ou vin et cuisine, ou vin et douceur. Enfin, on verra bien. L'année dernière, c'était vin et jazz, et nous avons été à Paris, au Bal Blomet, et c'était très intéressant, très original. Voilà. Ah, ça y est, d'ailleurs, c'est A et là. Bon, et là, je crois que c'est fini et que je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie Marchand, qui va présenter M. Héléna, qui va faire la conférence de ce soir. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci Anna-Maria. Les vendanges du savoir à la Cité du Vin. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons confié
à un compositeur de parfum cette soirée inaugurale de cette saison de conférences sur la vigne et le vin. Effectivement, nous nous sommes demandé quels pouvaient être les accords entre nos deux mondes, le monde du parfum et le monde du vin. Déguster un vin et sentir un parfum, est-ce que c'est exactement la même chose? Et pourtant, on parle bien du parfum d'un vin. Cette question, c'est celle que l'on aurait posée éventuellement à Jean-Claude Héléna, qui va nous faire la conférence maintenant. Mais nous avons finalement choisi de le laisser libre et de nous laisser parler de son expérience. Né il y a quelques dizaines d'années à Grasse, je n'ai pas précisé le nombre de dizaines d'années, cet enfant des fleurs a pendant toute une carrière assemblé les odeurs. Pour cela, il a parcouru le monde pour le sentir. Enfin, il a posé ses valises à nouveau à Grasse pour coucher sur le papier sa clairvoyance et son regard aiguisé sur les relations entre l'homme et l'odeur. Aussi, je vous invite à lire son petit lexique des amateurs épris des odeurs. Il va maintenant partager son point de vue, ses réflexions, ce soir avec nous, et nous l'en remercions. À vous, Jean-Claude. Première chose, je suis impressionné par tout le public. Alors, première chose que je vais faire, c'est vous remercier de m'avoir invité, d'être parmi vous ici. Et ça me donne l'occasion de parler, évidemment, un peu de vin, mais aussi de parler de parfum. On dit qu'il y a un nez du vin. Ben, ce soir, vous avez un nez. Le vin, c'est après. Donc, mon métier, c'est compositeur de parfum et c'est de ça dont je vais vous parler, mais je vais commencer par la conférence que j'avais prévue. Compositeur de parfum, on me demande souvent de parler du vin. Alors, je ne suis pas devin en la matière, ça, le jeu de mots était facile. Je ne sais pas grand-chose dans ce domaine, mais comme la demande était faite agréablement et qu'elle était pour moi l'occasion de rencontrer des personnes qui allaient me parler de quelque chose que je connais mal, peu. Alors j'ai répondu oui. J'ai dit, ben oui, c'est l'occasion, c'est bien. J'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien discuter avec eux, et puis apprendre ce que je ne sais pas. Je vais commencer par un récit d'un auteur, d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Jean Giono. Et je suis très attaché à Jean Giono, et Jean Giono écrivait « Le vin est un personnage avec lequel il faut constamment compter. À chaque instant, il intervient dans nos affaires, il s'occupe de nos bonheurs, de nos amours et de nos haines, de notre égoïsme, de notre espoir et désespoir. Il faudrait bien, à mon avis, finalement savoir ce qu'il a, lui, dans le ventre. » Et ça, c'était l'introduction. Et l'introduction, c'était, il a proposé un récit qu'il a vécu, donc que je vais vous lire, et qui est l'introduction de ma conférence. Un soir, je cherche un livre, il est écrivain, et j'entre dans une des pièces du bas qui, chez moi, servent à la fois de bibliothèque et de serre. Comme il n'y a pas d'électricité, j'ai à la main une bougie que la porte ouverte souffle. Il est assez tard dans la nuit, c'est l'heure où la fraîcheur distille de la rosée au joint des fenêtres. Et avant de trouver des allumettes dans ma poche, je suis touché par la présence d'une délicieuse odeur. C'est ici que l'ombre me servit. Je ne pouvais penser que par mon odorat et mon imagination. Je ne pense pas du tout à une fleur quelconque. La seule idée qui me vient à l'esprit est celle du cuveau de vin. C'est tellement précis que j'imagine voir la belle surface goudronnée de pourpre d'un vin paisible, le fleurissement d'une légère écume rose. L'odeur est si esquisse que je garde à la main sans l'ouvrir la boîte d'allumettes. Par quel procédé magique des cuves de vin sont-elles venues là? Il n'y a aucune raison.
Et cependant, c'est bien l'odeur précise du vin. Il n'est pas possible de se tromper. Mon odorat ne résonne pas. C'est lui qui a mis en alerte mon appareil de connaissance. Celui-ci a décidé que c'était du vin. Cela doit être. Plus je laisse cet appareil de connaissance jouer son rôle dans l'obscurité, plus je vois la cuve et le pourpre et l'écume et l'odeur est si forte et si précise que tout à l'heure, si je m'obstine, elle va me saouler. Or, je ne sais qu'à part quelques bouteilles cachées que je garde à la cave, loin de la pièce où je vis, il n'y a, hélas, pas d'autre vin dans la maison. Alors j'allume, je regarde autour de moi, je ne vois rien que des rayons de livres et je reste un temps infini à faire le point. L'odeur persiste, toujours la même, toujours si précise et si exigeante dans les images qu'elle commande que je continue à voir des cuveaux de vin se superposer à l'image réelle de mes livres jusqu'au moment où, enfin, je comprends tout simplement, mais quel admirable enchevêtrement de richesse dans cette simplicité, tout simplement l'odeur de 3 jacinthes fleuries. Le texte m'avait bouleversé parce qu'il n'est pas œnologue, il est écrivain, et il parlait si bien de l'odeur que c'était absolument merveilleux. Et je ne sais à quel génie l'avait touché, mais en faisant référence à l'odeur de la jacinthe, ce qui peut vous surprendre, il montrait qu'il aurait pu faire carrière comme compositeur de parfums, car de nombreux composants de la jacinthe se retrouvent dans le vin. Alors évidemment, jacinthe, vin, ben oui, la jacinthe se retrouve dans le vin. J'ai posé à sa fille Sylvie, une amie, « Quel vin préférait ton père ?» Elle me répondit, « Tu me poses une colle avec les vins de mon père. Il y avait effectivement une belle cave que nous utilisions quand nous recevions à table nos amis ou des connaissances. Nous n'avions pratiquement que des Bordeaux rouges de qualité que papa achetait très cher. Mais ce n'étaient pas des vins exceptionnels, comme Château Margaux. Je revois des Haut-Margaux, des Saint-Émilion, peut-être des moutons Rothschild et autres Rothschild. » J'adore cette phrase. « Il faudrait que tu me cites des noms et je te dirai si nous les avions dans la cave. » Cet homme parlait de vin, il aimait le vin, ça se sentait, ça se dégustait dans ses mots. Comme parfumeur, puisque je suis ici parfumeur, il me faut me parler de mon nez. Alors nous avons, je vais vous apprendre ça aujourd'hui, c'est que nous avons 2 nez. Un nez pour respirer et un nez pour sentir. Et c'est parce que vous respirez que vous sentez. C'est une condition obligatoire. Pendant la grossesse, le nez est le premier des sens à se développer avec le goût. Cela se passe au niveau de la 20e semaine de grossesse. Le toucher sera le 3e sens, le 4e l'audition, le dernier la vision. C'est bizarre parce que la vision a pris le dessus sur tout le reste, alors que c'est le dernier des sens qui se développe. Je me souviens que Michel Serres, dans ses récits, déplorait notre difficulté à parler d'odeur, mais nous avons la même difficulté pour parler de peinture. Si je vous dis, imaginez un vase, imaginez des tournesols dans un vase, vous voyez les tournesols, vous voyez le vase, mais si j'ajoute Van Gogh, là vous voyez les couleurs. Et vous voyez bien la difficulté de changer. Pour la musique, c'est plus facile parce que nous pouvons chantonner, nous pouvons tous chantonner la musique, un morceau, et évidemment là, on comprend tout de suite. Pour répondre à la question, au tourment de Michel Serres, Paul Valéry aimait à dire « Une perception directe est d'autant plus précieuse que nous savons moins l'exprimer. Plus elle met en défaut les ressources de notre langage, plus elle nous contraint à les développer. » C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué et que j'ai développée pour parler de parfum, pour parler d'odeur. Elle est aussi utile dans les vins que dans les parfums. Ce caractère précieux, donc, convient tout aussi bien au vin qu'au parfum. C'est par le nez que l'enfant reconnaît l'odeur de sa mère, ce qui veut dire que le cerveau construit un début de mémoire olfactive qui est d'abord instinctive, donc animale, puisque démuni de mots pour qualifier ses perceptions. Les neurophysiologistes m'ont raconté l'histoire de lapin. Ah, j'adore cette histoire de lapin que je vais vous raconter.
Ils ont des lapins. Alors ils font une expérience, voilà, j'ai des lapins, et puis les lapins mangent tous les jours des carottes. Et puis un jour, on supprime les carottes à ces lapins, on leur donne des épinards. Ils vont manger des épinards, il faut bien manger, donc on mange des épinards. Et puis ils vont manger des épinards pendant 10 générations. Parce que les lapins se reproduisent très très vite, alors c'est assez facile de le faire, pendant 10 générations. À la 11e génération, on leur propose au menu carottes ou épinards. Devinez ce qui se passe. Eh bien, ils mangent tout de suite des carottes. Alors, c'était intéressant cette réaction. Pendant 10 générations, ils mangeaient des épinards, puis d'un seul coup, ils remettent des carottes. Donc, une trace mémsique des goûts, donc des odeurs, existe chez les lapins. La question, c'est de savoir, est-ce que chez les humains, il y aurait une mémoire comme ça, génétique, qui resterait dans l'esprit, enfin chez les humains. Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là, et je n'ai pas de réponse des scientifiques, mais les scientifiques sont allés chercher la réponse, et ils ont trouvé une molécule identique dans le lait de la lapine que dans la carotte. En mangeant de la carotte, ils retrouvaient l'odeur du lait de la lapine. Voilà, j'adore cette... Alors, y a-t-il un héritage génétique? Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas. Par contre, je sais qu'il y a un héritage familial, un conditionnement par le milieu. Je me souviens que mon père, à chaque fois qu'il mangeait ou buvait, il prenait quelques secondes pour sentir, quelques secondes pour goûter, pour boire, et il prenait ainsi des grands moments de plaisir. Et c'est ce qu'on a fait avec nos enfants et nos petits-enfants qui font la même chose. Et c'est un très très bon moyen pour construire une mémoire olfactive. Je veux dire, la mémoire olfactive se construit à partir de là, à partir de tous les jours, sentir ce que l'on boit, sentir ce que l'on mange. Ça prend quelques secondes, mais c'est un bon départ pour construire une mémoire olfactive. L'odorat, je voulais vous parler aussi de l'odorat humain, de l'odorat animal. Si les animaux performent mieux que les humains, j'ai bien dit performent, c'est pour des raisons qui leur sont nécessaires et utiles à leur vie. La différence essentielle, la différence qui me paraît essentielle est que l'homme a une capacité d'imagination qui ne semble pas exister chez les autres vertébrés, d'où la possibilité de création. La création, elle est liée à l'imagination, qui est liée à la mémoire, mais la mémoire humaine, à la différence des machines, n'est ni permanente, ni stable. Elle oublie, dénie, transforme, ajoute, sélectionne, je pourrais en rajouter. Comme elle se modifie en permanence, elle crée. C'est cette merveilleuse chose de ne pas avoir une mémoire stable qui permet de créer, parce qu'on invente à partir de tout ce matériel qui a été transformé. En vous répondant comme ça, vous voyez aussi ma position par rapport à l'intelligence artificielle. Et bien que j'ai en mémoire toutes les odeurs que j'utilise, parce que pour composer un parfum, j'ai du matériel odorant, mais je l'ai d'abord en tête, c'est-à-dire je connais tout ce matériel odorant et je peux l'associer mentalement, c'est-à-dire avant de créer un parfum, je le compose en mémoire, je le compose dans la tête et ensuite je l'écris. Pourtant, quand j'utilise les matières, il m'arrive de ressentir une matière, c'est-à-dire de la ressentir. C'est pas que je l'ai oubliée, c'est pas la perte du souvenir, mais c'est pour la sentir, ce que j'appelle la texture du réel. D'un côté, il y a le concept, c'est-à-dire qu'en mettant les odeurs en mémoire telles que je les fais, ce sont devenus des concepts d'odeur. Et puis, il y a la réalité. Et j'ai besoin de sentir à la fois la réalité et à la fois de me souvenir du concept. C'est avec ça que je crée et que je peux mieux créer. Alors, je fais la même chose, et nous faisons tous la même chose quand on écrit en utilisant un dictionnaire pour s'assurer du sens des mots. Mais ça ne veut pas dire que je l'accepte tel qu'il est d'usage. Les poètes savent faire cela, et c'est pour ça qu'ils sont poètes. On m'a souvent dit, vous avez un don. Alors ça me gêne terriblement.
Qui décide que j'ai un don et que mon voisin n'en possède pas? Je crois à l'apprentissage, au travail et à l'intérêt porté à la chose que l'on fait. Il y a dans le mot don la notion de Dieu, et ça me gêne terriblement. C'est comme si on m'avait dit, ah, lui oui, l'autre non. Ça me terrible. Et au niveau de Dieu, je voudrais vous raconter une histoire, à nouveau une autre histoire, avec ce que Dieu peut faire dans la perception. Il y a une vingtaine d'années, il y avait encore des parfumeurs qui composaient des matières premières. Les matières premières, ce sont des huiles essentielles, c'est-à-dire ils refaisaient des lavandes, des fleurs d'oranger, des roses, etc. Alors il y avait des parfumeurs dont le métier, c'était de refaire des matières premières naturelles. Alors pourquoi on faisait des matières naturelles? La raison était simple, c'était pour répondre à la demande du marché qui voulait une rose meilleur marché, une lavande meilleur marché, etc., etc. Et ce jour-là, il travaillait sur le néroli. Le néroli, c'est la fleur d'oranger distillée qui est distillée. Et le néroli coûte à peu près aujourd'hui dans les 2000-2500 euros le kilo. Et on lui avait demandé de faire un néroli à 400 euros. Alors il me fait sentir, qu'est-ce que tu en penses? Je sens, je dis, oui, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien, oui, tout à fait, c'est bien. Mais je dis, tu sais, pour l'améliorer, tu pourrais rajouter telle molécule. Et je te donne le nom d'une molécule. Et il me répond, non, ça, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Mais si, tu peux. Non, c'est pas possible. Dieu ne le permet pas. Et je dis, attends, je ne comprends pas. Il n'existe pas à l'état naturel, ce produit dont tu me parles. Dieu ne le permet pas. Alors, j'ai rien dit. Je l'ai laissé continuer sur sa pensée. Ce qui est terrible, c'est que quand vous distillez une essence de fleurs d'oranger, vous créez ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des molécules qui n'existent pas à l'état naturel, mais qui se créent par la physique et la chimie de transformation due à la chaleur et la distillation. Mais voilà, il n'est pas question de changer. Le talent. On parle de talent. Alors, je ne sais pas le définir. On m'a posé souvent la question, vous avez du talent, mais c'est quoi? La seule chose que l'on peut dire, que je peux dire avec assurance, c'est qu'il est lié non seulement au succès, évidemment, mais aussi à sa pérennité. Parce que si vous faites juste un succès, c'est un peu faible pour avoir du talent. Mais si vous le faites dans la durée, on va pouvoir dire, oui, il a du talent. Odeur, parfum. Je fais une différence entre les odeurs et les parfums. Les odeurs sont pour moi des émanations naturelles du corps, des fleurs, de tout ce qui est d'origine naturelle. Le parfum, à l'inverse, est une création de l'esprit, construite à partir de matériel olfactif, des odeurs créées par l'homme, d'origine naturelle ou chimique, et donc pas naturelle. C'est comme ça que je vois la différence entre parfum et odeur. Alors je voulais vous parler aussi des mauvaises odeurs. J'adore citer cette phrase que j'ai prise, qui était une parole du patron de Michelin, qui répondait à une question de journaliste portant sur l'odeur de l'usine qu'il venait de visiter le matin. Et le patron de Michelin dit, mais pensez-vous que mes ouvriers trouvent mauvaise l'odeur des pneus que nous fabriquons? Demandez-leur et vous serez surpris. Alors bien sûr, il y a des odeurs que nous n'aimons pas, que nous rejetons, qui sont désagréables. Mais dès qu'on change de manière de penser, c'est-à-dire de juger, et ça c'est important, le j'aime, j'aime pas, est une limite. Et une limite qu'il faut oublier, qu'il faut mettre de côté. J'aime toutes les odeurs, les mauvaises, ce que vous pourrez appeler les mauvaises, que moi je ne vois pas mauvaises, parce qu'elles sont dignes d'intérêt, et les bonnes, puis elles sont, parce qu'elles sont bonnes, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, pas grand-chose à dire, il suffit de les jouer avec. Alors je ne parle pas d'amour, mais d'intérêt, de désir. Je vous donne un exemple. J'utilise un produit qui s'appelle la civette, qui est un produit qui vient d'un petit mammifère et qui a l'odeur de la merde.
Vous allez me dire, ça, c'est pas terrible comme odeur. Mais je vous assure que cette odeur de merde, quand je le mets dans une fleur, une rose ou un jasmin ou une fleur d'oranger, et si elle est bien dosée, c'est une merveille. Ça donne une chaleur, une intensité. Ouais, c'est un confort que seule la rose n'a pas. Ça, c'est le métier de parfumeur. Utiliser des trucs qui sont absolument bizarres et que vous rejetteriez comme ça au premier niveau, tout de suite. Mais oui, mais bien utilisé, ça peut faire des merveilles. Mal utilisé, ça fait des trucs horribles, mais bien utilisé, ça fait des merveilles. Alors, y a-t-il une limite ? Oh, la limite est une borne utile, comme j'aime dire, mais dans la création, la borne, on peut la déplacer. Et c'est ce que j'appelle la création aussi. Influence des religions. Je voulais vous parler de l'influence des religions dans les parfums parce que, à mon avis, dans les vins, ça existe aussi. Mais je ne connais pas le sujet, donc je ne vais pas en parler, mais dans les parfums, ça existe. Les religions jouent un rôle souvent inaperçu dans la légitimation, l'usage ou le non-usage des parfums, tout comme la façon dont ils sont composés. J'ai appris récemment, vraiment récemment, que dans certains pays musulmans, le mari doit accompagner sa femme pour qu'elle achète un parfum. Je trouve ça terrible. Là, ça ne me va pas du tout. Alors là, je vais reparler de la chrétienté. Toute l'histoire de la chrétienté est traversée par le rigorisme et le sensualisme. Pour faire simple, le sensualisme est rattaché aux catholiques, le rigorisme aux protestants. Et de citer quelques exemples que j'ai pris dans Belle du Seigneur de l'écrivain Albert Cohen, qui est genevois, protestant, et qui décrit une scène où Ariane, suite à un télégramme de son amant Solal, s'empresse de préparer. Elle est dans la salle de bain. Et elle dit, c'est écrit, elle dit « Ah, c'est éreintant d'être amoureuse », déclara-t-elle en se laissant retomber dans l'eau savonneuse. Elle vida la baignoire, la remplit d'eau pure dans laquelle, pour se récompenser, elle versa des sels parfumés. Oui, oui, il faut se sentir follement bon, et tant pis si ça ne fait pas catholique. Tant pis si ça fait catholique, pardon, pas catholique, tant pis si ça fait catholique. Dans les 24 heures de la vie d'une femme de Zweig, qui est aussi un écrivain protestant, le personnage principal dit « Si je n'étais pas anglicane, mais catholique, il y a longtemps que la confession m'aurait donné l'occasion de me soulager en mots. » Tout est dit, là. Donc, côté protestant, la réserve, la retenue, la tenue. Du côté catholique, la possibilité de s'abandonner au plaisir en étant pardonné par la parole, par la confession. C'est pas mal. Pour les protestants, le beau n'est acceptable que s'il exale le bien-être, le sérieux, la fiabilité. L'effort et l'écrit sont valorisés. Et oui, à la richesse, si elle découle du travail et s'exprime par la simplicité. Mon ex-patron, qui était Jean-Louis Dumas de chez Hermès, avait une merveilleuse parole. Vous pouvez jeter vraiment l'argent par la fenêtre, à une seule condition, de l'extérieur vers l'intérieur. Les parfums. Alors, il y a deux types de parfums qu'on rencontre vraiment qu'on rencontre sur le marché. Il y a les parfums du Nord, vraiment au Nord, plutôt protestants, et les parfums au Sud, qui sont plutôt catholiques. Les parfums au Nord se doivent d'être fonctionnels, pratiques, efficaces. Les parfums au Sud doivent être provocants, sensuels, suggestifs. En fait, si je résume ça, c'est l'odeur du propre versus l'odeur de la peau. Alors je caricature, évidemment, d'un côté la Cologne, de l'autre le parfum. Quelques exemples. D'un côté Acqua di Gio, de l'autre côté l'eau sauvage, d'un côté Dolce Gabbana, Blue, versus Terre d'Hermès, de l'autre côté. D'un côté J'adore versus Angel, d'un côté Issey Miyake versus Opium. Les J'adore Issey Miyake et Dolce Gabbana, dont je vous ai parlé. Il y a une odeur de propre dans ces parfums-là. Et l'odeur de propre est très, très, très marquée. Elle vient de l'utilisation des muscs qui sont utilisés dans les lessives.
Les muscs utilisés dans les lessives ne sentent pas le musc. Pas du tout. Ils s'appellent musc, mais ils ne sentent pas le musc. C'est une odeur très sucrée, très douce, très confortable. Et on les utilise dans les lessives pour une raison très simple, c'est que ces produits-là, ces molécules-là de musc, ne sont pas solubles dans l'eau. Et comme elles ne sont pas solubles dans l'eau, se fixent sur la fibre textile. Ce qui fait que quand vous sortez votre chemise, votre pantalon, bref, ce que vous venez de laver, vos draps, surtout les draps, et bien évidemment, il y a l'odeur, c'est cette odeur dite musquée, que je dis musquée. Cette odeur musquée, une fois que vous la mettez sur vous, que vous mettez votre chemise, vous dormez dans vos draps, elle se colle à votre peau. Et quand vous sentez les odeurs de musc, immédiatement, vous pensez, ça sent moi. Le moi revient là. C'est-à-dire, pourquoi le succès de ces muscles? Parce que je me sens. Et ça se fait inconsciemment, mais je me sens. Donc, il y a un attrait qui vient du confort de cette odeur de musc qui fait que je préfère porter ces parfums-là. Alors, je ne crois pas à la notion de genre dans les parfums. Pour moi, le genre n'existe pas dans les parfums. Tout ce que j'ai composé chez Hermès, c'est des parfums qui n'ont pas de genre. Ils sont masculins comme féminins. Parce que pour moi, le parfum est un art, et l'art n'est ni masculin ni féminin. Il l'est, simplement. Je vous donne un exemple que j'ai vécu, qui était amusant. J'étais au contrôle, vous savez, l'aéroport, vous avez les contrôles, etc. Puis moi, je ne me parfume pas, parce que ça me gêne quand je vais travailler. Donc voilà, je ne suis jamais parfumé. Je suis très jaloux des gens qui se parfument, parce que moi, je ne peux pas me parfumer, sinon je ne peux pas travailler. Et la dame qui était derrière moi s'était inondée de Chalimard. Et la dame qui est au contrôle me dit, elle me regarde et me fait « Ah, qu'est-ce que vous sentez bon, monsieur ?» Ah, oui. Messieurs, portez Chalimard, vous aurez du succès. Donc, ce que je vous conseille, en tout cas, ça vaut la peine d'essayer des parfums féminins. Vous êtes homme, essayez des parfums féminins. Vous êtes femme, essayez des parfums masculins. Et je vais prendre un exemple, c'est Terre d'Hermès. Terre d'Hermès est utilisée par 60% d'hommes et 40% de femmes. C'est quand même intéressant de voir que, oui, là, malgré que c'est marqué masculin, il y a 40% de femmes qui se parfument avec Terre d'Hermès. Et je voudrais vous raconter quand même, puisque je suis parfumeur, puis je suis parfumeur de Terre d'Hermès entre autres, vous raconter un peu comment on crée un parfum. Alors j'ai pris comme exemple Terre d'Hermès. Au départ, donc, je suis chez Hermès, je suis le parfumeur, et alors il y a des petites choses quand même qu'il faut que je vous dise quand même chez Hermès, c'est que le choix du parfum se fait entre la présidente et le parfumeur. C'est une condition que j'avais demandé dès le départ pour entrer chez Hermès. Le choix du parfum, il n'y a pas de test de marché, j'en veux pas. C'est le choix qui se fait entre la présidente et moi-même, entre moi-même et la présidente. Donc, évidemment, il faut que je crée, alors chez Hermès, je dois créer à peu près 3 parfums par an. Dans l'industrie, on en crée, par chaque parfumeur, c'est 200. Donc j'ai plus de temps pour créer, pour penser le parfum, pour avancer dans le parfum. Et on me dit, écoutez, voilà, on a un nom qu'on a déposé, qu'on aime beaucoup. Enfin, ils n'étaient pas tous à aimer le nom. Ça s'appelle Terre. Alors il y avait une partie de la population de chez Hermès qui n'aimait pas du tout le nom, parce que la terre, c'est sale, c'est de la bouillie, c'est de la boue, voilà. Non. Moi, j'aimais bien la notion de terre, enfin, en tout cas, l'idée de la terre, l'idée du globe. Mais moi, ça me plaît, ça va. Bon, écoute, voilà, il faut que tu me fasses un grand masculin. Le nom s'appellera Terre. J'avais le nom, j'avais grand. Grand, ça veut dire un grand succès. C'est ça que ça veut dire. Et puis un masculin, bon c'est pas grave ça. Au départ, une idée, je venais de lire les Métamorphoses d'Ovide, qui débute sur le récit du chaos, de la création de l'homme, de la création de la terre, de Gaïa, la déesse mère. Là, je suis inspiré par la littérature. Non, mais ça me fait travailler. Puis je trouvais que les Métamorphoses d'Ovide, c'est mieux que Star Wars. Hein. Il s'en passe des choses hein, dans les Métamorphoses d'Ovide. Je vous conseille de lire, parce que là, il y a des choses. Hein. Star Wars, c'est gentil à côté.
Donc la terre, Gaïa, le lait de la terre, et je suis parti sur une idée une odeur lactée, et avec un accord boisé, santalé. Et je commence à créer là-dessus, autour de cet accord de lacté, boisé, etc. Et je présente ça à ma présidente qui me dit ça sent bon, ça me plaît bien, oui. Mais moi, j'avance là-dessus, et puis au bout d'un mois, je dis non, c'est trop élitiste. C'est trop élitiste, ça va plaire à un pingouin. Le grand succès n'est pas au bout. Non, oui, c'est agréable, c'est bon, c'est intéressant, mais non. Alors, je suis parti sur une autre idée. Comme je suis aquarelliste, je suis parti sur une autre idée qui était une idée de parfum vertical, d'une odeur verticale. Alors, quand je vous parle d'odeur verticale, mais c'est cinglé, non? Non, il y a des odeurs verticales et puis il y a des odeurs horizontales. Un santal, pour moi, c'est comme ça, c'est mou, c'est une odeur horizontale. Le cèdre, par exemple, oui, le cèdre, alors ça, c'est nerveux, c'est vertical, c'est comme ça. Et une chose que j'avais vue en Irlande, c'était quand je faisais des aquarelles, s'il y avait un piqué dans la lande irlandaise, il y avait présence de l'homme. S'il n'y avait pas de piqué, la nature à la nature. Je pars sur cette idée de piqué, de l'homme, les pieds dans la terre, le regard dans le ciel. Alors je suis parti sur ce parfum-là, je commençais à partir avec des notes santalées, très boisées, très sèches, très nerveuses. Il n'y a pas que du cèdre, il y a des molécules, il y a aussi d'autres molécules boisées, très sèches, très nerveuses comme ça. Et j'ai rajouté des odeurs de vétiver et de patchouli pour avoir mon terreux. Et puis, je le fais rapidement parce que quand même ça m'a pris quelques mois. Il fallait que je trouve une accroche au départ, parce que quand vous faites un parfum, je pense que pour le vin c'est la même chose, quand vous faites un parfum, j'ai 2 secondes pour vous séduire. Parce que les gens, ils sentent le parfum, c'est dans l'immédiateté. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Si ça ne me plaît pas, je le mets de côté. Mais si j'accroche comme ça, il faut un hameçon, il faut une accroche. Alors je sais que je travaille beaucoup sur l'accroche parce que c'est le moment où vous entrez dans le parfum, vous allez l'accrocher, le prendre et il y aura l'achat par la suite. Et là, une chose que j'ai faite, j'ai fait un accord pamplemousse. Le pamplemousse n'avait jamais été utilisé en accroche comme ça dans les parfums. J'ai fait une accroche pamplemousse. Ça m'a donné le départ, le twist, le truc qui fait que, hop, ouais, voilà, j'accroche. Voilà, je vous ai expliqué en 3 minutes Terre d'Hermès qui m'a pris 9 mois. Alors, je pourrais vous parler de la mode aussi. La mode, ça se démode, c'est sa fonction. Hein. C'est pour faciliter la consommation. Le paradoxe dans les parfums, c'est qu'il y a des parfums qui ne connaissent pas la mode. Et dans les 10 premières ventes en France, qu'est-ce qu'on trouve? Des parfums qui sont très anciens, comme Chalimar, Le 5, Angel, L'eau sauvage, maintenant c'est Terre d'Hermès qui a 20 ans. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Les parfums que j'aime et les parfums que j'aime moins. Alors, je vais faire des confidences là. J'ai détesté Opium. Mais par contre, j'ai adoré Diorella. Parfumeur, on se construit, comme parfumeur, on se construit contre ou avec. Et le premier, pour moi, était sombre, noir. Diorella était la lumière. Je suis un homme de jour, pas un homme de nuit. J'ai préféré la lumière. Le problème, c'est que Opium a fait un succès, Diorella pas du tout. Mais bon. Oula, j'ai des problèmes avec. Je voudrais vous parler aussi de l'importance du passé dans le métier, mais je suppose que le passé est aussi important dans le vin. J'ai appris le passé. C'est important d'apprendre le passé quand on est jeune parfumeur ou jeune œnologue ou un jeune apprenti dans le vin. C'est d'apprendre le passé. Les anciens parfums, donc j'ai appris les anciens parfums, car sans les connaître, on ne fait rien et on ne fait rien de bien. Mais je les ai tenus à distance. Quand je dis tenir à distance, ça veut dire
Je les ai même copiés, mais pas copiés pour les vendre, copiés pour les comprendre, pour les analyser, pour les comprendre. Et ça, c'est instructif et ça vous nourrit pour le futur. Ça aurait été une erreur. Par exemple, je me suis inspiré de l'Après-Londé, qui est un vieux parfum de chez Guerlain de 1905, pour un parfum que j'ai fait chez Frédéric Malle qui s'appelle l'eau d'hiver. Et voilà. Alors, ça n'a rien à voir. Si on les sent côte à côte, on ne voit pas le rapport. Pourtant, au départ, c'est cet amour que j'avais pour Après-Londé. Si je reprends mon ami Giono, il écrivait une petite phrase que j'aimais bien aussi. « Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. » Ben, c'est ce que j'essaye de faire avec mes créations. Et pour finir, je voudrais vous parler du marché. Je ne peux pas terminer cet exposé sans vous parler du marché. Le marché, c'est un terme que j'aime pas. Pourtant, il nous interroge quand on vend du vin, des parfums, des livres, des films, des tableaux, des musiques, enfin, toute forme de bien. Dans un article du Monde de 1999, du sociologue Pierre Bourdieu, c'était en 1999, j'avais relevé un passage qui disait « On nous dit que la loi du profit, c'est-à-dire la loi du marché, est éminemment démocratique, puisqu'elle sanctionne le triomphe du produit qui est plébiscité par le plus grand nombre. » La phrase me fit sourire. Tocqueville disait à peu près la même chose, mais beaucoup plus tôt, de la démocratie en Amérique, c'était publié en 1835. Il considérait l'opinion publique comme un moyen de coercition du peuple par le peuple. Je trouve qu'il n'avait pas tort, ça blessera peut-être certains, mais il suffit de voir les réseaux sociaux pour voir cela. Depuis ces dernières années, je sens de nombreux parfums qui se ressemblent. La diversité est pour moi souvent dans le nom des marques, peu dans la créativité des parfums. L'intelligence artificielle olfactive est en train de venir dans l'industrie. Elle passionne l'industrie, ne fera que renforcer pour moi cette impression, et cela, je vous l'avoue, me désespère. Alors, des fois, il y a des petits bonheurs qui arrivent. Il y a quelque temps, un des maîtres du monde du parfum, c'est-à-dire un grand patron du parfum, est venu me voir. N'ayant rien à espérer et donc rien à craindre, je lui posais cette question. Je suis petit, indépendant, je n'appartiens à aucun groupe. Pourquoi venez-vous me demander de créer pour vous? Et il me répondit, l'industrie est une photocopieuse. La phrase fait réfléchir quand même. Et c'est pour ça que je viens vous voir. Et moi, de conclure, à mon âge, mon ego est rassasié, je ne mange qu'un seul repas par jour, et je peux même le sauter. Mon plaisir est venu de la réponse à une interrogation que j'avais. Les maîtres savent-ils ce qu'ils font? Les maîtres le savent, et le font en toute conscience. À mon nez, à mon intelligence, opérait alors un changement, un espoir peut-être naïf, mais j'en fus heureux pour les parfumeurs et les parfums à venir. Pour conclure, je crois que tous nos actes sont politiques, les créations aussi. La démocratie à laquelle je crois n'est pas l'uniformité dans le goût, l'odeur, la vue, l'ouïe, mais dans sa diversité. C'est dans la diversité que l'excellence, le beau apparaît et se fait connaître. Et je conclurai aussi avec une phrase de Jean-Louis Dumas qui disait « Le luxe ne peut pas obéir à une logique de masse. Il ne vaut que s'il se fonde sur une logique d'individu. » Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette découverte du monde des parfums. Voilà. Mais moi, je vais vous poser une question qui va nous ramener au vin, c'est-à-dire quand vous sentez un vin, et quand vous le sentez surtout avec d'autres personnes, est-ce que vous sentez plus, vous y décelez plus de parfums que les gens qui dégustent avec vous? L'avantage que j'ai par rapport aux gens qui sont là avec moi à boire un parfum, c'est que je
peux en parler. C'est-à-dire que je peux mettre des mots sur l'odeur. Et c'est ça l'avantage que j'ai. Et donc, à midi, on m'a fait boire un cheval blanc. Un cheval. Et c'était un blanc. Et tout de suite, je dis, mais si vous voulez, je le décris tel que je le vois, tel que je le sens. Et je dis, mais il y a un côté cassis, fleurs de sureau, surtout fleurs de sureau. Ça vaut la peine de sentir les fleurs de sureau. C'est vachement très intéressant. Fleurs de sureau avec un fond un peu de miel. Elle m'a dit, mais c'est parfait. Vous m'avez décrit voilà. Donc, j'ai des facilités pour décrire, mais c'est un problème d'habitude de langage que j'ai formé avec le temps. Très bien. Donc, on va avoir des questions. Alors, dans la salle, on a le système avec ce micro-là. Exactement. Petite consigne d'utilisation, parlez bien proche de la capsule noire sur le dessus. Et après, c'est en mousse, vous pouvez vous faire des passes, il n'y a aucun risque de blessure. Juste faites attention aux caméras si vous faites une passe dans cette direction. Voilà, donc levez la main pour ceux qui veulent poser une question et on fera passer. Il n'y a pas de question tabou, hein, j'accepte tout. Hein. Là, voilà. Madame, là, devant. Bon, petite passe, mais je vous montre comment faire. Vous êtes prête? Waouh. Bonjour, Monsieur Elena. Je suis ravie de vous entendre aujourd'hui. Je voulais savoir, donc j'ai adoré votre livre, Le journal d'un parfumeur, quelques années, je l'ai lu. Et je voulais savoir si vous avez déjà cherché à poursuivre un souvenir pour le transformer en parfum ou en odeur. Un souvenir personnel? Non. Oui. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que... Au départ, ça peut être un mot, comme tout à l'heure, comme je dis, terre. Ou une phrase que j'ai relevée dans un livre. Par exemple, il y avait un livre de Jean Genot où Jean Genot parlait mon père fait des bottes en cuir d'ange pour des dieux ailés. Mon père fait des bottes en cuir d'ange pour des dieux ailés. Le cuir d'ange pour des dieux ailés, j'ai dit, mais c'est chez Hermès. Ça sent Hermès, ça. Donc, je suis parti sur cette notion de cuir et d'ange. Le cuir, le problème, c'est que les anges n'ont pas d'odeur. Bon. Mais comment je vais transposer cette idée? Et j'adorais cette phrase-là. Comment je vais transposer ça en parfum? Donc, c'est tout ce travail d'imagination que je mets à travers une phrase. Mais ça peut être autre chose. Par exemple, un des premiers parfums que j'ai fait pour Hermès, c'était le jardin en Méditerranée. Je suis allé dans le jardin de Leila Manchari, qui était la personne qui faisait les vitrines de chez Hermès. C'est une Tunisienne. Elle a un très, très beau jardin sous les arbres, comme ça, qui borde la Méditerranée. Et sur le moment, je n'avais pas d'idée. Et l'idée est venue parce qu'au moment du départ, on a fêté notre départ, au moment du départ, on a bu du champagne. On a fêté le départ comme ça autour du champagne. Et sous le champagne, il y avait des feuilles de figuier pour reposer la flûte. Et une jeune femme a pris les feuilles de figuier, les a déchirées et les a senties. Et j'ai vu ce moment-là. Mais oui, c'est ça. C'est la feuille de figuier. Le figuier, c'est la Méditerranée. Et c'était parti. 3 jours après, le parfum était fait. J'ai dit à Hermès qu'il m'avait fallu un mois. On ne répétera pas, bien sûr. Mais ils le savaient, j'ai raconté l'histoire sur Hermès. Très bien. Donc le temps que le micro circule, je crois qu'il y a d'autres questions. J'avais vu des mains qui se levaient. Alors moi j'en ai une qui vient sur Internet. Alors la question, alors je vais essayer de la transmettre fidèlement. Puisque certains champagnes sont les mêmes chaque année, alors en tout cas on imagine qu'il y a une signature de certaines maisons de champagne, pourrait-on créer un parfum spécifique d'une maison de champagne? Alors c'est un peu finalement, on imagine qu'un vin d'une certaine maison a un style. Envoyez-moi le directeur, je discute avec. Voilà, est-ce qu'on peut imaginer effectivement dans les grandes maisons de champagne qui cultivent une certaine idée de ce produit merveilleux,
qu'on puisse créer un parfum à cette image. Voilà, je pense que c'est la Alors, question. est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que j'aimerais le faire? Non. Voilà. Voilà. Mais quand je vous dis j'aimerais pas le faire, pour la bonne raison que le parfum d'un côté, le vin de l'autre, c'est deux univers complètement qui ont leur autonomie, qui ont leur indépendance, qui ont leur histoire. Et l'histoire des parfums, c'est pas l'histoire du vin. Le vin, c'est pas l'histoire. Bien que ça m'est arrivé de prendre des odeurs de vin pour des parfums, mais je récupère une information et je vais la jouer ailleurs. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même approche. Alors, j'ai trouvé un parallèle, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que lorsque vous commencez à imaginer un parfum, vous avez déjà en fait un petit peu en tête la palette d'éléments que vous allez rassembler, etc. Oui, constamment là. Et je me rappelle que certains œnologues de l'ISVV disaient toujours, enfin Denis Dubourdieu, pour ne pas le citer, disait toujours que quand on fait un vin, on sait vers où on va. En tout cas, voilà, on a une direction déjà qui est déjà en tête dans le travail de l'œnologue. Voilà, parce qu'autrement, on fait des choses qui sont sans intérêt. Alors, voilà. Pas forcément. Ah bon. Pas forcément, parce que vous pouvez avoir une idée en tête. Oui. Je peux avoir une idée en tête que je commence à travailler, puis à un moment donné, c'est la mauvaise voie. Et donc là, je vais tourner, à droite ou à gauche, mais je vais tourner. Donc je vais aller ailleurs. Et parce qu'il y a une autre idée qui est arrivée, qui fait que j'abandonne pas forcément, mais je m'en vais ailleurs. Très bien. Alors, je vois pas trop. Ouais, voilà, le micro est là. Allez-y, posez votre question. Bonjour. Enchantée. Je suis ici. Ma question, c'était de savoir si c'était plutôt un travail solitaire, le fait d'être compositeur de parfums, ou en fait, comment se faisait le processus de création? Est-ce que vous travaillez souvent avec d'autres compositeurs de parfums pour avoir une pluralité de pensée ou de Oui, j'ai bien compris. Alors, c'est un travail solitaire. Et moi, je défends ce travail de solitaire. Alors, on peut travailler avec plusieurs parfums, avec plusieurs parfumeurs à la fois, mais je ne suis pas pour, parce que à la fin, on perd l'idée initiale, s'il y a une idée initiale. Parce que chacun va l'interpréter à sa manière, chacun va rajouter ce qu'il a, lui, la manière dont chacun voit le parfum. Donc, le discours devient confus. Et ma manière d'écrire les parfums, mes formules sont très, très simples. Il y a peu de produits, c'est 20 produits, 30 produits, mais je vais travailler des mois et des mois pour trouver les bons accords, les bonnes résonances, et pas ce produit-là, un autre, peut-être plus bas, plus tôt. Enfin bref, c'est un travail vraiment solitaire. Et c'est moi avec moi et avec mes doutes et mes certitudes, parce qu'il me faut des doutes pour me remettre en question et des certitudes pour aller de l'avant. C'est le principe même, le principe de la création, c'est j'ai des doutes, parce que, oui, c'est normal, et des certitudes, parce que c'est vers là que je veux aller. Mais oui, mais ça ne marche pas toujours aussi bien que ça, quoi. Très bien. Donc, on fait circuler le micro. Alors, en attendant, j'en prends une aussi en ligne. Alors, mettez-vous uniquement des mots sur les odeurs ou bien aussi des images? Alors, ça nous renvoie en fait aussi à l'œnologie, puisque en fait, le vocabulaire utilisé en œnologie est standardisé. En tout cas, en fait, les œnologues voudraient qu'il y ait un vocabulaire partagé. Et ce vocabulaire est-il partagé par les parfumeurs, justement? Alors, il y a une condition du partage, c'est l'écoute. C'est très, très important, l'écoute. Parce que s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de partage. C'est-à-dire que je peux parler avec un autre parfumeur, mais s'il se met en position de m'écouter et moi de l'écouter, ce qu'il dit, on va se comprendre. Mais si lui reste sur ses idées et moi je reste sur mes idées, ça ne marchera pas du tout. Donc, oui, l'écoute, ça marche, à condition de... Voilà. Ce qui fait que souvent, on dit, il n'y a pas de vocabulaire commun, mais s'il y a un vocabulaire commun, à condition qu'il y ait écoute. Et alors, on arrive
Je vais vous parler d'une petite... Alors, si je me permets, je peux prendre du temps. Ah oui, allez-y, allez-y. Je vais vous parler d'une petite expérience, parce que je me suis intéressé énormément au vocabulaire. Et j'ai travaillé avec l'université de Louvain, qui s'occupe de sémiologie, de sémantique. Et on a trouvé une chose qui était très intéressante, c'est que, par exemple, les mots du toucher sont des mots très, très utilisés en parfumerie. Donc, c'est dur, c'est sec, c'est mou, c'est souple, etc. Et quand vous parlez d'une odeur souple, d'une odeur molle, d'une odeur dure, sèche, nerveuse, ça prend forme. Je veux dire, le parfum prend forme avec ces mots-là. Et quand je dis jasmin, narcisse, basilic, etc., c'est sans intérêt. Pour moi, c'est sans intérêt. C'est des ingrédients. Mais la manière dont je joue ces ingrédients font que... Voilà. La petite histoire, c'est celle-là. La petite histoire, c'est... On met deux personnes face à face et la personne qui est en face de moi a cinq odeurs. J'ai les 5 odeurs, les mêmes 5 odeurs. Lui, c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5 et moi, c'est A, B, C, D. Mais l'ordre est différent. Le jeu consiste à retrouver quoi et quoi. Est-ce que le 1, c'est le B? Est-ce que le 2, c'est le... etc. J'ai fait ça au niveau du public, grand public comme ça. Et j'ai fait ça avec un couple très jeune, qui avait, je sais pas, vous avez 19 ans, 20 ans. Et ils étaient amoureux, ça se voyait. C'était merveilleux à voir. J'ai dit, vous voulez jouer? Oui, oui, on veut bien jouer. Alors, je les ai mis face à face. Ils ont dit quasiment aucun mot. Ils ont fait 5 sur 5. De l'autre côté, j'ai fait avec un couple de personnes âgées que je connaissais. Ils ont fait 0. Non, c'est pas ça du tout, je t'assure. Voilà, c'était le comportement. Comme quoi l'amour, ça crée des miracles. Très bien, alors je ne vois pas où est le micro, voilà. Allez-y, posez votre question. Bonjour, du coup je ne sais pas si c'est possible de poser 2 questions. Allez-y, Oui, allez-y. La première, c'est est-ce qu'un parfum s'analyse comme un vin? Non, je pense pas. Non, je crois pas. Je ferai pas de parallèle. Je peux mettre des mots comme ça sur le vin, sur le parfum, mais c'est pas la même chose. Le vin, vous le buvez, le parfum, vous le portez sur la peau. Dans le vin, on est sur une immédiateté. Oui, on est dans l'immédiateté. Les parfums, on me demande qu'ils restent 5-6 heures et même plus sur la peau. Donc, je suis dans une durée qui n'est pas tout à fait la même. Et la seconde question? La seconde question, c'est de savoir si le parfum évolue dans le temps comme un vin pourrait le faire. Alors, oui, le parfum évolue dans le temps. Alors, je vais faire un truc terrible, je vais vous recommander pour garder les parfums, qu'ils soient toujours parfaits, toujours les mêmes, etc. Vous les gardez dans le frigo, dans le bac à légumes, à l'abri de la lumière. Alors là, vous pouvez le garder des années, il ne va pas bouger. Les parfums, ils n'aiment surtout pas la lumière. Si vous mettez des parfums à la lumière, alors là, ils tournent rapidement. Et la chaleur, ils n'aiment pas non plus. Mais le premier facteur, c'est la lumière. Ensuite, est-ce qu'il bouge? Oui, il bouge sur vous. C'est-à-dire qu'il se déroule dans le temps et votre peau est une interaction par rapport au parfum. L'odeur de votre peau se rajoute au parfum. Le parfum se rajoute à l'odeur de votre peau. Ce qui fait que l'odeur du parfum sur vous n'est pas tout à fait le même que sur une autre personne. Même si c'est reconnaissable. Même si je peux vous dire, ah ben oui, vous portez du 5 de Chanel. Oui, d'accord, ben je le reconnais partout, le 5 de Chanel, mais oui, mais le 5 porté sur vous, sur madame, sur monsieur, non, pas la même chose. Il y a des petites variations, c'est l'odeur de votre peau. Et l'odeur de votre peau est liée à votre alimentation, à ce que vous mangez. Très bien. Alors j'ai une autre question en ligne pendant que le micro circule. Là, il y a des mains qui se lèvent. Alors c'était un peu sur ce que vous avez évoqué aussi pendant votre conférence sur finalement votre formation pour devenir parfumeur. Là, vous avez parlé en fait de la transmission avec votre père. Et avez-vous fait, voilà, la question est, avez-vous fait des études spécifiques?
Alors, non, j'ai pas fait. Non, mon père désespéré m'a mis dans une usine de parfumerie à l'âge de 16 ans en me disant bah, écoute, tu es ouvrier, et puis voilà. Et, ben, en rentrant comme ouvrier dans une parfumerie, ça m'a intéressé. Et d'un seul coup, oui, j'ai commencé à. Il s'est passé quelque chose. Et donc, je veux dire, mon savoir, ma connaissance est venue dans le faire. Voilà, dans le faire. C'est dans le faire que j'ai appris. Ensuite, j'ai commencé à lire beaucoup, à m'instruire, enfin bref. Mais au début, c'est le faire. C'est comme ça que j'ai démarré. Très bien. Une autre question dans la salle, allez-y. Vous disiez que vous aviez mis plusieurs mois à mettre au point Terre d'Hermès. Il y a eu plusieurs dérivés qui ont été faits par vous. Et après être parti de Hermès, ça a été pris par une successeuse qui a fait d'autres parfums, Terre d'Hermès, enfin au moins un. Comment ça s'est passé pour la transmission? Est-ce qu'elle a pu comprendre toute la complexité que vous aviez en tête sur toute cette ligne Terre d'Hermès, ou est-ce que ça a été difficile pour elle de percevoir toute la subtilité? C'est-à-dire que la transmission se fait, après je suis parti, donc les choses se sont faites hors de moi, elle avait la formule du Terre d'Hermès et elle pouvait le travailler comme elle le voulait. Bon, mais un parfumeur, quand il lit une formule, voit très bien comment c'est monté, comment c'est construit. D'autant plus que chez moi, les formules sont très courtes, sont simples. Alors on voit tout de suite, ah oui, il a fait ça, 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 ça. Et donc oui, je pense que il était facile pour elle de le lire. Oui. Après, c'est son choix, c'est ses goûts. Très bien. Une autre question là, devant là. Alors une question qui est un petit peu différente de celle qu'on a jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il existe chez les parfumeurs des droits d'auteur? Alors non, il n'y a pas de droit d'auteur. Les parfumeurs ont un salaire. J'étais très bien payé chez Hermès. Mais non, je ne touche pas de droit d'auteur. C'est dommage parce que là, je serais venu en Rolls. Hein. Il y a d'autres questions, oui. Voilà, un peu plus loin, voilà. Hop. Voilà. Bonsoir. En vous écoutant et en ayant eu la chance de vous lire aussi, on perçoit le côté créateur, compositeur. Donc j'ai tendance à vouloir faire le parallèle avec certains grands artistes aussi. Et je pense à des artistes comme Klein, donc je pense au Bleu de Klein, je pense à Soulage. Et je me dis, est-ce que vous avez eu un peu cette, pas obsession pour faire vraiment un raccourci, mais cette idée fixe sur une matière première ou sur une molécule et qui ensuite vous a donné envie de vraiment de créer quelque chose autour de ça? Oui, je comprends. Ça peut arriver, mais mon obsession, c'était la simplicité. C'est-à-dire qu'une collection standard de matériaux disponibles pour un parfumeur, c'est 1200 produits. Ça peut paraître énorme, mais il y a des collections qui sont beaucoup plus grandes que ça. 1200, c'est le standard. Ma collection de matières pour travailler, c'est 200. En fait, je travaille avec 120, 130, mais j'en ai quelques-uns de côté, on ne sait jamais. Et donc, c'était vraiment l'obsession, c'est la simplicité. Et j'ai toujours... c'est ce qui me... Je veux dire, ce qui fait mon écriture, mon style, ce qui fait dire ben, c'est du Helena, c'est cette simplicité. Et donc, voilà, je cherche la simplicité. Mais simplicité, ça ne veut pas dire simplisme, hein, parce qu'il faut que ça soit suffisamment sophistiqué, mais en même temps simple. Voilà, il y a des auteurs, des écrivains qui écrivent très simplement, il y a des écrivains qui rajoutent, enfin, voilà, bon, chacun a sa manière d'écrire. Et je me dis écrivain d'odeur en plus, alors. Très bien. Est-ce que, voilà, un peu plus haut. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, pour vous, quel est le parfum que vous pourriez considérer comme parfait? Je sais le prochain. Mais non, c'est... Alors, je comprends la question, mais à la fois, chaque parfum que je crée découle d'un ancien parfum. C'est-à-dire que je suis toujours en réflexion de ce que je peux faire, refaire, et recommencer. En fait, je suis un éternel insatisfait. Donc je travaille, je continue de travailler, je crois que je vais travailler jusqu'à ma mort. Et voilà. C'est l'éternel insatisfait que je suis.
Donc il n'y a rien de parfait, il y a des choses qui sont bien, puis il y a des choses qui le sont un peu moins. Ouais, bon. C'était plutôt dans le sens du marché, par exemple. Je sais que Marc-Antoine Corcato il considère que Eau Sauvage, c'est le parfum parfait pour lui sur tous les parfums qui existent. Selon vous, pour vous, quel est le parfum qui est parfait? Alors, je vais répondre à votre question sur l'eau sauvage. Edmond Roniska, qui était le compositeur de l'eau sauvage, n'a jamais pensé que l'eau sauvage était son meilleur parfum. Il a toujours pensé que c'était le parfum le plus commercial qu'il avait fait. C'est pas tout à fait pareil. Par contre, il estimait que Diorissimo était son meilleur parfum. Ce que j'estime aussi. Diorissimo, pour moi, c'est une cathédrale dans la parfumerie. C'est une merveille. Alors, oui, il y a des parfums comme ça que je trouve qui sont des monstres, enfin des monstres, des cathédrales, des constructions absolument superbes. Et même si je ne les aime pas forcément, parce que, par exemple, Chalimard, pour moi, c'est une merveille, d'accord. C'est d'une simplicité remarquable et très complexe à la fois, parce que l'accord, c'est 3 produits. Tout le reste, c'est de l'ornementation. Mais une fois que vous avez compris l'accord, vous dites, waouh, ce mec-là, il était fort. Donc, voilà, si vous me suivez dans ma pensée, c'est comme ça. Très bien, une autre question, tout en haut, voilà. Ça monte les questions, là. Voilà. Oui, bah, ça ne va plus monter beaucoup. C'est plus qu'un rang. Je me suis posé une question en parallèle entre le parfum et le vin. Et ça m'a amené à une deuxième question, mais elles sont imbriquées. La première question, c'était plutôt sur... quand vous travaillez en tant que compositeur de parfum, vous avez quand vous travaillez, vos matières odorantes, ce sont des molécules simples ou ce sont des mélanges? Parce que nous, dans le vin, on n'a pas le choix. On a une matrice complexe qu'on révèle. La question étant, est-ce que vous travaillez à partir d'éléments uniques ou est-ce que vous avez des mélanges qui sont, par exemple, des distillats, ou c'est pareil, ce sont des mélanges complexes? Alors, quand on compose un parfum, on travaille à la fois avec des matières qui sont des matières naturelles, des produits de distillation, d'extraction de matières premières naturelles. Une essence de rose, c'est 500 molécules. Et puis à côté, il y a des chimiques. Les chimiques, c'est 1 ou 2 molécules, c'est tout. J'aime les deux. C'est pas que j'ai une préférence, j'aime les deux. Et j'ai besoin des deux. Parce que les produits naturels, il y en a une soixantaine maximum. Tout le reste, après, c'est des variantes sur la même matière. Mais sinon, il y a une soixantaine. Pas plus. Et il y en a plus aujourd'hui que hier. Parce que les fabricants de matières premières naturelles ont parcouru le monde à la recherche de nouvelles matières. Donc, il y a des choses nouvelles qui arrivent dans la palette des parfumeurs et qui sont vraiment très intéressantes. Et puis, il y a la palette des chimiques. La palette des chimiques, c'est jusqu'à 10 000 molécules qui vous sont offertes. Alors, évidemment, je n'utilise pas les 10 000. Donc, je travaille avec des molécules simples comme avec des choses complexes qui sont les produits naturels. Ce qui est amusant à voir, c'est que chez les jeunes parfumeurs, les débutants parfumeurs, ils ont énormément de mal à travailler avec les naturels, pas avec les chimiques. Les chimiques, c'est facile. Mais avec les naturels, ils ont énormément de difficultés. Il y a une raison très simple à ça. C'est que quand ils mettent du jasmin dans un parfum, ça sent le jasmin. Ah oui, mais je ne voulais pas que ça sente le jasmin. Je veux pas... Ah mais j'ai mis du jasmin. Ah ben oui, mais ça sent le jasmin. Mais je ne voulais pas ça. Avec les produits chimiques, vous faites des trucs qui sentent pas le jasmin, pas la rose, qui sentent autre chose, qui peuvent évoquer de loin la rose, le muguet, le lilas, etc. Mais c'est des évocations. Donc, ils sont paralysés par le produit naturel qui, d'entrée, donne l'odeur et son odeur. Donc, manier la matière première naturelle pour la contourner et lui faire dire autre chose que ce qu'elle est, ça, c'est le métier. Et le métier s'acquiert avec du temps. Donc, je sais faire, c'est-à-dire que je sais travailler avec des matières naturelles et leur faire dire autre chose que ce qu'elles sont. Mais c'est tout ça, c'est mon métier. Très bien. J'allais dire, ça m'a amené à une deuxième question qui sera très rapide. Comment, du coup, vous parliez de bibliothèque et
traditionnellement, elles sont de l'ordre de 1200 et que vous aviez divisé ce chiffre par... 200, oui, par 5, oui. 6. 6. Et donc, du coup, comment vous étiez arrivé à simplifier, parce que c'est une grosse simplification, divisé par 5 un standard. Oui. Donc, je suppose qu'il y a eu un choix, peut-être philosophique ou technique. Oui, il y a un choix philosophique. Ce choix s'est fait dans le temps, s'est fait dans la durée. Je vous donne des exemples. Le premier parfum que j'ai fait, qui est connu, qui est encore sur le marché, qui a été fait en 1976, que j'ai créé en 1976, c'est First pour Van Cleef & Arpels. La formule contenait 160 composants. Terre d'Hermès, c'est 30. Jacques. Voilà. Il y a certains parfums, mais il n'y a que 10. Je ne vous dirai pas lesquels. Je ne vais pas les dévaloriser. Mais qu'est-ce que j'ai travaillé pour ça? Et donc, il y a un choix philosophique, oui. Mais ça s'est fait par étapes, lentement, très, très lentement. Alors aujourd'hui, je tourne autour de 200, même un peu moins. Très bien. D'autres questions? Et voilà, tout en bas, là, il faut faire descendre. Attention au jet. Allez-y, allez-y. Wow. On peut toujours tenter. Oh là là. J'espère qu'il n'y a pas de victimes. Voilà. Vous êtes assuré, Paul? Voilà. Bonjour. Bonjour. Ma question est inspirée par une question précédente qui était celle de la perfection d'un parfum. Moi, au contraire, c'est de savoir s'il y a des assemblages de molécules à éviter absolument. Alors, j'ai bien compris que pour vous, il n'y a pas d'odeur que vous n'aimez pas ou que vous considérez mauvaise. Mais encore une fois, pour le parallèle avec le vin, dans le vin, il y a les défauts du vin et il y a certaines molécules qui sont reconnues pour être en tout cas considérées comme des défauts par le grand public. Oui. Est-ce qu'en parfum, on peut faire une terrible erreur en associant des molécules? Alors oui, il y a des molécules qui sont désagréables. Par exemple, la paramenthanone 8-thiol qui sent le pipi de chat. Mais je vous assure que dans un parfum, ça va bien. Mais le problème, c'est de savoir doser et puis avec quoi je le mets à côté. Donc voilà, c'est toujours un des problèmes. Un problème, c'est de savoir avec quoi je le mets en résonance. Ça, c'est important, la résonance entre deux matières. Hein, je mets du vert et du rouge côte à côte, d'un seul coup, le vert est plus vert, le rouge est plus rouge. Ça marche. Dans les parfums, c'est la même chose. Si je mets telle matière à côté de telle matière, il y a des assemblages qui marchent mieux que d'autres. Donc, il faut trouver le bon rapport. Et ensuite, des dosages. Mais le dosage, c'est toujours après. C'est jamais en premier. C'est-à-dire que d'abord, c'est mettre les produits, les mettre en résonance. Et alors, ça marche bien. Ce qui fait que, pour vous dire les choses simplement, ça va vous paraître bizarre, mais j'ai 10% d'une certaine molécule. Je peux la descendre à 1%, je garde le même parfum. C'est intéressant ce qui se passe là. Ouais. Alors, est-ce que ça valait la peine que j'en mette 10%? Parce qu'avec 1%, ça me suffit. Voilà, ça, c'est le métier. Et ce métier-là, ça prend dans le faire, dans l'expérience journalière, de faire des essais, et c'est erreur, enfin, c'est des essais. Il y a l'erreur qui est très formatrice et dont il faut se souvenir. Très bien. Peut-être une des dernières questions. Oui. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. On a bien compris que c'était surtout l'expérience accumulée. Oui. Vous l'avez dit, très bien dit et redit. Mais c'est la même chose dans le vin, je suppose. Alors, oui, mais dans le vin, nous avons des écoles d'œnologie, en particulier à Bordeaux et à l'ISVV. Donc, il y a tout de même des cursus de formation d'œnologie, et même sur le tard, en formation continue, etc. Quand on veut être un nez du parfum, quand on veut faire votre métier, et qu'on a 20 ans, et qu'on n'est pas né à Grasse, et que son père ne vous a pas poussé dans une usine, comment fait-on? Alors, il y a des écoles de parfumerie. Oui, comment ça se passe? Oui, il y a des écoles de parfumerie qui sont à Versailles, à Paris, à Grasse. Il y a des écoles de parfumerie qui forment à la parfumerie pour devenir parfumeur. Moi-même, je donne quelques cours comme ça pour
où je dis aux élèves, oubliez tout ce que vous avez appris, on va recommencer tout à zéro. Non, oui, j'aime bien les déranger parce que. Et donc, oui, il y a des écoles. Et puis après, sortie de cette école, la formation se fait sur le tas. Hein, elle se fait dans l'industrie, elle se fait en se frottant au marché, en se frottant aux sociétés. Voilà. Très bien, on va sans doute en rester là. Merci à nouveau, merci à vous. Monsieur Helena. Merci beaucoup. Merci. Et donc je vous rappelle qu'on a un verre qui est offert par notre mécène, donc Baron Philippe de Rothschild, en sortant donc en haut de l'amphi. Et à nouveau, donc vous aurez l'occasion, j'imagine, de poser quelques questions si vous avez encore des choses à apprendre. Merci beaucoup.